La contre-offensive ukrainienne, Dieu sait si elle est attendue. Trop attendue. C'est un peu ce que semblent nous dire les renseignements américains. Vous savez, ces fuites du Pentagone. On a eu une nouvelle livraison hier. Et on croit comprendre qu'il ne faut pas trop attendre justement de cette contre-offensive parce qu'elle ne changera pas la donne. C'est quand même très impressionnant d'entendre ça compte tenu du fait qu'on attend depuis, Catherine, depuis des semaines et des semaines cette contre-offensive. Je rappelle que vous êtes avec nous, Catherine Gentil de Cancode, ainsi que Oksana Melnichuk, le général des portes, et Jean de Gliniesti. Alors, il y avait déjà eu des informations sur les faiblesses de l'armée ukrainienne. On en a parlé ici même d'ailleurs. Par exemple, les Ukrainiens ne seraient pas suffisamment dotés de défense anti-aérienne et seraient exposés aux avions russes. On en a parlé. Mais plus globalement, ce que nous dit cette dernière fuite du Pentagone, c'est que les capacités de l'armée ukrainienne seraient finalement assez limitées et ne pourraient pas récupérer le territoire perdu depuis le 24 février. C'est une mauvaise nouvelle, Nargis Hadji. Vous avez lu ces documents. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que pointent ces renseignements américains sur cette contre-offensive? Eh bien, selon donc ce rapport qui a fuité, les Ukrainiens ne seraient pas en mesure de mener une contre-offensive pour deux raisons. Je vous lis un extrait. Les déficiences ukrainiennes persistantes en matière d'entraînement et d'approvisionnement en munitions mettront probablement à rude épreuve les progrès et aggraveront les pertes pendant l'offensive. En clair, il y a deux faiblesses qui sont pointées dans ce rapport. Un, les déficiences persistantes ukrainiennes dans la formation. Alors, on ne connaît pas le nombre exact d'Ukrainiens morts au combat depuis le début de cette guerre. On a ce chiffre du Pentagone, plus de 100 000 Ukrainiens seraient blessés ou morts donc, depuis le 24 février 2022. Et donc, forcément, qu'ils soient morts, qu'ils soient blessés, il faut les remplacer. Il faut donc les former sur les armes déjà existantes. Et ensuite, il viendra le temps de les former sur les futures armes envoyées par l'Occident et qui sont donc toujours en attente pour certaines sur ces livraisons donc attendues. Voici ce que déclare un haut responsable ukrainien. La partie la plus critique est un retard des systèmes déjà promis qui retarde la formation des brigades nouvellement formées et la contre-offensive dans son ensemble. Deuxième problématique, même si on imagine que ces soldats soient parfaitement formés aux armes occidentales, on arrive à cette deuxième problématique, le manque de munitions pour les utiliser. On sait, les Ukrainiens consomment énormément de munitions. Impossible d'obtenir un chiffre exact. Kiev refuse de communiquer précisément sur ce sujet, mais on a un chiffre, donc encore une fois, du Pentagone. Il y aurait entre 5 000 à 7 000 tirs d'obus par jour par les Ukrainiens. Et pour les Ukrainiens, donc, cette contre-offensive est menacée car les armes n'arrivent pas suffisamment vite. Écoutez. Oui, bien sûr, nous travaillons pour que toutes nos brigades, toutes celles qui participeront à la contre-offensive, puissent avoir tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Alors, il y a des retards, c'est vrai. Je passerai cette semaine en entretien avec mes collègues de pays qui ont déjà promis de nous fournir certains armements et je leur ferai une demande claire, accélérer la livraison et permettez que cela aille aussi vite que possible. Oui. Voilà, c'était M. Kouleba qui était sur LCI, hier, au micro de Darius Rochebin. Exactement, hier soir, sur notre antenne. Donc un manque de munitions, un manque d'armes. Résultat, l'armée ukrainienne serait donc bien en deçà des objectifs fixés par Kiev pour une contre-offensive anticipée. Et c'est ce que révèle également le Conseil national du renseignement américain. Il était peu probable que l'Ukraine reprenne autant de territoires que Kiev l'automne dernier, lors des percées étonnantes de l'Ukraine dans l'Est et dans le Sud. À la mi-mars, un entretien téléphonique s'est tenu entre de hauts responsables militaires américains, comme par exemple Lloyd Austin, le secrétaire de la Défense, ou encore Jake Sullivan, avec leurs homologues ukrainiens. Il est sorti de cette conversation que l'Ukraine commençait à comprendre les limites de ce qu'elle pouvait réaliser dans l'offensive. Elle se prépare donc en conséquence. Voilà, merci beaucoup Nargis. Manque de munitions, manque de formation. Je suis impatiente de vous entendre, évidemment, les uns et les autres sur ce... c'est pas un réquisitoire, mais un diagnostic ou un constat quand même un peu alarmant, alors qu'on est le 12 avril.
On rappelle qu'elles ont 5 semaines, ces fuites. Est-ce qu'en 5 semaines, on change la donne? On va tout de suite s'intéresser à ce que constate sur le terrain notre envoyée spéciale Hélène Bonnet. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Vous êtes pour LCI dans les environs de Kramatorsk. Vous avez rencontré hier des soldats, alors pas loin de Bakhmout, à Tchassivyar. Est-ce qu'ils partagent les craintes dont on parle, des craintes sur le degré de préparation de l'armée ukrainienne pour cette contre-offensive? Alors, il y a deux choses. Il y a ce que l'on voit et ce qu'ils nous racontent. Ce que l'on voit hier, enfin ce que l'on a pu voir hier à Tchassivyar, c'est qu'il y avait de nombreux soldats, plus nombreux qu'il y a quelques semaines, beaucoup d'engins de transport de troupes blindées. Il y a également de nouvelles tranchées, des bunkers qui sont en train de se mettre en place, qui laissent penser plutôt à une opération défensive, mais on ne peut pas exclure non plus que quelque chose soit en préparation. C'est compliqué d'en tirer des conclusions. Ce que nous disent les deux soldats avec qui nous avons pu parler hors caméra un petit peu plus librement, c'est que la situation à Bakhmout, elle est extrêmement compliquée. Il s'agit de combats de rue face à des hommes de Wagner qui sont des prisonniers peu aguerris mais qui ont la force du nombre et que les Russes n'hésitent pas à sacrifier. Alors le second soldat tempérait un petit peu ses propos. Il expliquait qu'il y avait aussi des soldats aguerris. Il ne faut pas croire que les Russes ne savent pas se battre. Ils ont de bons combattants, nous a-t-il dit. Et puis l'un des soldats nous expliquait qu'ils avaient beaucoup de problèmes sur le terrain. Il y a différentes unités, brigades ukrainiennes qui ont du mal à communiquer entre elles, à se coordonnés et puis qui ont aussi des problèmes en termes de renseignement. Il m'expliquait qu'il n'avait pas toujours les bonnes informations sur où se trouvaient les Russes et il m'a expliqué que la contre-offensive pour l'instant il ne la voyait pas. Il nous dit vous m'en parlez mais pour nous sur le terrain ça me paraît assez impossible. Les Russes ont beaucoup de moyens, beaucoup d'artillerie et pour l'instant nous on n'est pas prêts. Nous on n'est pas prêts, c'est ce qu'il vous a dit. Très intéressant. Merci beaucoup, Hélène Bonnet, en direct, donc, je le disais, des environs de Kramatorsk, avec Vincent Wartner et votre fixeur, Alexandre Bensa. Bonne journée à vous, bon courage pour tous ces reportages sur le terrain, Hélène. Donc voilà, on n'est pas prêt. Général Desportes, on a besoin de votre éclairage. Alors, d'abord, je crois que cette contre-offensive submergente, on a tellement rêvé sur les plateaux, enfin certains, qu'on l'a cru vrai, sans se rendre compte de la difficulté d'une contre-attaque de ce type, sans se rendre compte de la masse de matériel qu'il faut accumuler, de la complémentarité des matériels entre l'artillerie antiaérienne, le nombre de chars et la préparation. Il y a peu de chances que tous les chars qui ont été promis à l'Ukraine soient arrivés aujourd'hui. Donc moi, je pense que la masse de manœuvres considérable qui serait nécessaire pour arriver non seulement à percer, mais à exploiter, n'est pas forcément sur le terrain. Les avions que les Ukrainiens demandent ne sont pas là. L'artillerie aérienne manque, etc. Donc je ne pense pas que la masse de manœuvres soit prête. En termes de formation, faire de la défensive sur une tranchée, c'est une chose. Monter une manœuvre blindée pour percer une zone fortement défendue et exploitée, c'est autre chose. Et là, on sait que les Ukrainiens n'étaient pas entraînés à cela. D'autre part, imaginons que cette percée, que cette contre-attaque fonctionne. Quel but pourra-t-elle ou quel résultat, au mieux, pourrait-elle atteindre? C'est-à-dire une percée qui permettrait de couper la zone tenue par les Russes en deux. Mais on ne peut pas imaginer une reprise complète, évidemment, des zones tenues. Donc ce qu'on peut espérer d'une percée... Non, on ne peut pas. Oui. Imaginez, on coupe, et en particulier avec un objectif clair, c'est de couper les lignes de communication vers la Crimée, puisque la logistique de la Crimée se fait, on le sait, par l'intérieur de l'Ukraine maintenant. Ce qu'on peut espérer, si elle réussissait d'une telle contre-offensive, ça n'est pas la reprise de l'ensemble du terrain, mais un effondrement moral et psychologique, d'une part de l'armée russe, et d'autre part, éventuellement, de la Russie. Donc ça veut dire quoi? Percer les lignes russes, arriver quand même à les enfoncer là où ils sont encore puissants, c'est-à-dire dans le Donbass quand même. Très puissant et très renforcé, on le sait bien, il y a plusieurs lignes de communication. On n'imagine pas sans ce que c'est. Qu'il y ait derrière une conquête ou une reconquête territoriale significative. Absolument, ça ne paraît pas possible. Il faudrait une masse de manœuvres absolument considérable. Et donc l'objectif n'est sûrement pas celui-là. L'objectif est justement de couper en deux la zone de manière à rendre difficile l'approvisionnement de l'Ukraine par les terres, et d'autre part de provoquer un choc psychologique. Donc vous dites, parce que c'est une évaluation assez sombre, un peu surprenante quand même. Ce que je viens de dire ? Non, les Américains. Quand les Américains disent, écoutez, il ne faut pas attendre grand-chose de la contre-offensive ukrainienne,
on le lit comme une sombre évaluation. Mais vous êtes assez d'accord, il faut être modeste. Ce sera un résultat très modeste, plus modeste qu'on a voulu le croire. Pas forcément modeste dans ses résultats finaux, mais modeste dans la reprise de terrain. Et d'ailleurs, c'est pas le but, si vous voulez. Et non, parce que, pardon, j'insiste un peu, parce qu'on a beaucoup dit quand même, ce sera une façon pour les Ukrainiens de reprendre l'avantage, reprendre l'ascendant sur les Russes. Ça, c'est possible. Et ça, vous dites, c'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. L'armée française, hélas, parce que c'est triste de le répéter, mais elle s'est effondrée en 2 heures. Les Allemands n'ont pas conquis toute la France en 2 heures, mais en 2 heures, ils ont provoqué un choc psychologique qui fait que l'armée française s'est effondrée. C'est ça. C'est une comparaison qui tient. Mais moi, je pense que c'est ça l'objectif. Il n'est pas possible de reconquérir. Si vous voulez, la deuxième bataille de la Marne, qui a permis de reconquérir la France à partir du mois de juillet 1918, on est très très loin de ça. Mais on peut provoquer un choc psychologique qui provoquerait l'effondrement. Enfin bon. Maintenant, l'armée allemande, effectivement, elle a défait l'armée française et ensuite elle s'est installée largement. C'est pas ce que va faire l'Ukraine. Non, mais c'est ça. Mais on ne peut pas reconquérir. Mais on peut provoquer le choc qui va permettre ensuite un effondrement. Et à mon avis, c'est ça le but recherché. Je pense que les Américains ont parfaitement raison. Je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont pas les moyens. Et je pense que si cette contre-offensive... Je vous pose une question, faut-il lancer une contre-offensive ? Mais Ou attendre d'être prêts davantage ? Ah ben attendez, c'est un fusil à un coup. Donc ils le feront quand ils seront prêts. Et c'est pas nous, plateau français, qui vont décider de la date de l'offensive. Non, mais alors général, pardon, vous qui avez... et on a de la chance de vous recevoir, ainsi que vous tous, on a entendu les Ukrainiens, c'est pas seulement nous. Les Ukrainiens, avant même le 24 février, rappelez-vous, il y avait des premières déclarations qui disaient la contre-offensive, elle est imminente, elle va arriver, c'est pour le mois de mars, et puis finalement ce sera pour le mois d'avril. Ce sont des militaires de haut rang, des politiques ukrainiens qui ont dit ça. Et aujourd'hui, on nous apprend que, 1, ils sont pas prêts, donc ils vont la différer peut-être un peu dans le temps, et 2, qu'elle servira pas à grand-chose. Mais Oksana. Qui l'a dit qu'ils sont pas prêts ? Vous savez, excusez-moi... Les renseignements américains. Oui, voilà. Je rappelle chaque fois, nous sommes dans les guerres, pas uniquement la guerre sur Terre, on a aussi la guerre d'information. Je suis sidérée par les Américains. Un jour, ils disent une chose, l'autre jour, ils disent autre chose. Vous savez, pour moi, une grande question, mais à quoi joue Washington Post et New York Times depuis le début de cette guerre ? Parce que si on écoute New York Times et Washington Post, l'Ukraine a perdu la guerre au bout des premiers 3 jours, tandis que ce n'est pas vrai. Je rappelle aussi que New York Times, pendant la grande famine en Ukraine, il a écrivé une grande lettre en disant qu'il n'y a aucune famine. Et il était accusé d'ailleurs après, quand tout le monde a reconnu que la famine, c'était un terror contre l'Ukraine. Donc, vous savez, pour moi, personnellement, Washington Post et New York Times, ce sont les journaux qui n'ont aucune fiabilité aujourd'hui. C'est un bel exemple quand qu'est-ce que ça devient les médias quand ça devient le business. Et on a l'impression que le New York Times, il cherche les lecteurs avec toutes ces sensations. Un peu de responsabilité auprès des journalistes américains. Je pense que c'est la guerre qui est menée par les médias américains plutôt que le fuite. C'est pas le fuite déjà. Oui. Le fuite, c'est quand il y a une petite information. C'est une opération d'information qu'on appelle chez nous IPSO, psychologique. À quoi jouent les Américains et à quoi ça sert ? On n'est pas encore défini, mais tous les trucs qui soient, disons, fuités, c'est des choses que tout le monde connaît depuis très longtemps. Ou alors, c'est plus compliqué que ça. On a déjà parlé d'instrumentalisation. Parce qu'on va écouter Mark Milley. Et ça va vous faire plaisir. C'était le 20 janvier. Il disait ça. Enfin, il disait que ce serait... c'était à Ramstein, le 20 janvier. Le général américain disait que ce serait difficile pour les Ukrainiens de repousser les forces russes en 2023. Il n'a pas dit que ce ne serait pas possible. Oui, mais il a dit que ce serait difficile. On l'écoute. D'accord. D'un point de vue militaire, je maintiens encore qu'il sera très difficile d'expulser les forces russes de toutes les zones d'occupation ukrainiennes, de zones d'occupation russes en Ukraine. Bon, à l'époque, tout le monde était d'accord, de toutes les zones d'occupation. De toutes les zones d'occupation. Depuis, les renseignements américains, encore une fois, ont rendu l'objectif plus modeste encore. En fait, quand on regarde globalement les faits de ces fuites, il y en a 2 principaux. Le premier, c'est qu'il faut encore armer l'Ukraine parce qu'elle n'est pas prête. Et le deuxième, c'est que même prête, elle n'aura pas tout et il faut commencer à réfléchir aux négociations. Et ces 2 approches, on les trouve en permanence dans le discours américain et dans le discours d'une partie des Européens. Donc en fait, paradoxalement, il y a une certaine cohérence dans ces fuites. D'accord. Donc premier message...
Ils ne sont pas prêts, donc il faut faire en sorte de les rendre prêts. Donc ça va dans le sens de l'appel des livraisons permanentes des Ukrainiens. Deuxièmement, vous ne pourrez pas récupérer tout ce que vous souhaiteriez récupérer. Et donc il faudra... Et ça dépend chaque fois de l'activisation des forces russes, des influences, des vagues d'influence russe. Et je pense que tout ça, c'est aligné à une même ligne. Cette attaque contre Macron, cette fuite, je pense que tout ça, ce sont les efforts de la Russie de faire bouger un peu le monde, parce qu'eux, ils ne peuvent rien faire déjà sur le front. Mais ils ont déjà perdu cette guerre. Les Russes entendent ça, ils sont contents. Peut-être que c'est leur travail, c'est leur objectif. Non, mais c'est peut-être un leurre aussi. C'est peut-être pour donner confiance aux Russes, alors que les Ukrainiens pourraient... On a l'impression que c'est quasiment une invitation pour les Russes de passer à l'attaque. C'est-à-dire, les Ukrainiens ne sont pas suffisamment formés, alors que ces dernières semaines et ces derniers mois, on n'a pas arrêté de nous abreuver d'informations selon lesquelles ils avaient été formés aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, enfin partout, les militaires ukrainiens, et que les états-majors occidentaux étaient même surpris par la qualité et la rapidité avec laquelle ils réussissaient à être formés sur le matériel qu'on leur fournissait. On a accepté, peut-être pas suffisamment vite pour les Ukrainiens, mais en tout cas de livrer du matériel de plus en plus puissant, etc. Donc voilà, il y avait une montée en puissance et puis une professionnalisation de l'armée ukrainienne. Puis alors là, du jour au lendemain, ils ne sont pas assez formés, ils n'ont pas assez d'armement, ils réussiront à rien, etc. Et donc effectivement, on peut se dire, si on est un peu cynique, est-ce que c'est pas une manipulation vis-à-vis de la Russie pour faire croire à la Russie que justement les Ukrainiens sont en situation quasiment d'extrême faiblesse, et que moi je serais Shoigu, le ministre de la Défense russe, je me disais il y a quand même un bon espoir de percer la ligne ukrainienne et de tenter de lancer une offensive. Donc si c'est ça, c'est embarrassant. Ça peut être un piège pour les Russes aussi. Ou alors c'est un piège. Voilà. Allez-y et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Exactement. Vous dites qu'ils ne sont pas bons, mais en réalité fait, ils sont très armés. Pardon, j'ai encore un mot, et puis on parle d'une méga tranchée justement des Russes. Vous vouliez dire un mot ? Non, je voulais simplement dire, si vous permettez, il y a la formation individuelle qui est simple, qui est relativement rapide, et ensuite il y a la formation collective. Et là, il s'agirait bien d'engager une force peut-être de 70 000 ou de 100 000 hommes qui savent manœuvrer ensemble, et ça prend forcément du temps. Et donc il y a une différence entre savoir servir un char et savoir commander et user d'un corps d'armée. Général, quand les Ukrainiens entendent ou lisent ces documents, quelle peut être leur réaction au niveau de l'état-major ? Eh bien d'abord, eux, ils savent ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc ils savent si c'est une désinformation ou pas. Donc ils ne se posent pas les questions que nous on se pose aujourd'hui. Parce qu'ils savent réellement quel est l'état de leur armée et quelles sont leurs possibilités. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Si c'est vrai. Ils diffèrent et ils continuent d'attendre qu'on les livre. Si c'est vrai, ils le savent. Et moi je pense qu'aujourd'hui, les conditions ukrainiennes ne sont pas remplies. Et que, encore une fois, ce sera un fusil à un coup, ça se fera une fois. Et les Ukrainiens et donc, la fameuse contre-offensive de printemps, elle arrivera à l'automne ? Elle arrivera peut-être à l'automne ou peut-être pendant cet été. Mais c'est nous qui voulons tellement la fin de cette guerre-là, qui espérons. Mais je crois que ce sera le chef d'état-major ukrainien qui le fera quand il pense qu'il aura au moins 51% de chances qu'elle réussisse. Et s'il ne l'estime pas, il ne le fera pas, bien sûr. Alors, juste un mot très rapidement sur cette méga tranchée des Russes. On a découvert qu'ils avaient construit 72 km de tranchées. On va regarder sur la carte où exactement, à un endroit où sans doute les Russes... Alors, vous la voyez, elle est là, la tranchée. Donc là, on la voit depuis le sol, et puis vous allez la voir depuis le ciel, par les images satellites. Elle est profonde, hein, et puis elle est bien... Elle est creusée de façon professionnelle. 72 km de tranchées dans la région de Zaporijjia contrôlée par les Russes, vous voyez, un peu au nord de Melitopol. Et on voit bien que c'est une tranchée pour empêcher une progression des Ukrainiens vers la Crimée, puisqu'on sait que Melitopol, occupé par les Russes, si les Ukrainiens y parvenaient, ce serait une porte d'entrée vers la Crimée. Alors, il y a une petite phrase un peu ironique des Ukrainiens qui disent « Bah oui, ils vont pas gagner, mais s'ils veulent... d'avoir un record du monde, de la longueur de tranchée, on la leur laisse. Ils détiendront le record des plus grandes tranchées dans le livre Guinness des records. Ça ne nous impressionne pas. 72 km, c'est quand même important. Ça a été construit, on ne sait pas en combien de temps.
et c'est effectivement pour se préparer à une offensive à cet endroit-là. Bien sûr, puisqu'on sait que l'axe vers Mélitopol est un axe tout à fait possible d'attaque. Maintenant, 72 km sur un front de 1000 km, c'est pas non plus absolument gigantesque. Ah bon ? Bah non, c'est 72 sur 1000. Donc Mais l'exploit n'est pas celui qu'on croit. Et d'autre part, ce qui compte, c'est pas une tranchée, c'est une succession de tranchées, si vous voulez. Parce que on a les armées, l'armée ukrainienne dispose d'engins pour passer au-dessus des tranchées. Donc c'est un système, c'est pas ça qui arrêtera véritablement la contre-offensive. Mais vous croyez que c'est possible qu'il fasse le lien, évidemment, complètement à l'ouest, qu'il double cette surface de tranchées et qu'ils aillent, qu'ils mettent vraiment un cordon sanitaire sur toute cette région pour empêcher les Ukrainiens d'aller plus au sud. Écoutez, c'est bien comme ça que la guerre de 14-18 a fonctionné. On avait une tranchée, en gros, de la Suisse à la Belgique. Donc, c'est possible que petit à petit, et c'est bien pour ça que le président Poutine est dans la nécessité de gagner du temps de manière à renforcer ses défenses. Et plus le temps passe, et plus cette contre-offensive sera compliquée, évidemment, pour les Ukrainiens. La percée sera compliquée. Est-ce qu'on peut juste revoir la photo de la tranchée au sol ? Ça empêche quoi, ça ? Écoutez, moi je ne connais pas la largeur, je vois pas très bien. Mais si cette tranchée elle fait 2 mètres de large, les armées modernes ont des ponts qui permettent de passer. Mais en tout cas, ça va casser, si vous voulez, une attaque massive de chars. Et c'est pour ça qu'on imagine tous une contre-attaque avec des chars qui foncent. Ça se passe pas comme ça. Regardez, quand les Américains ont débarqué sur Omaha Beach, c'est pas les chars qui sont passés en premier, c'est justement des engins de franchissement d'obstacles qui ont attaqué. Et tous ces engins-là doivent être également fournis à l'Ukraine. L'Ukraine doit s'entraîner à ça. C'est une attaque qui est quand même très particulière, qui doit être coordonnée et qui demande du matériel, du temps et de la formation. En tout cas, ça montre que les Russes s'attendent à cette fameuse offensive, contre-offensive ukrainienne. Sur cette partie-là, c'est le plus vraisemblable, général ? C'est tout à fait possible, parce qu'il faut couper le territoire en deux. C'est l'objectif. Voilà. Et si on coupe du côté de Mélitopol, on va rendre de plus en plus difficile la défense de l'Ukraine, de la Crimée par les Russes. Donc c'est tout à fait possible, bien sûr. Je ne vais pas répondre à votre question en vous disant que les Ukrainiens ne comprennent pas. Franchement, si on parle sérieusement, Natalia Goumeniuk, qui est vice-ministre de la Défense, elle a dit ça en plaisantant, parce qu'on ne comprend pas à quoi ça sert. Peut-être ils ont inventé quelque chose comme une attaque chimique, on ne sait pas à quoi ça va servir, mais c'est vrai que ça nous rassure plutôt, parce que quand tu fais les tranchées, et je parle sous votre contrôle, c'est pas pour contre-offensif, c'est pour se défendre. Et tandis que 72 km, s'ils pensent qu'on va passer comme ce ne sera pas une bataille de Kursk non plus. Donc, on a l'impression que les Russes, ils ont resté quand même dans la logique de la guerre du XXe ou même du XIXe siècle. Et c'est tant mieux, parce que nous, on a l'autre vision de cette guerre, on a l'autre moyen. Et pour revenir au secret de contre-offensive, notre Danilov, notre chef du Conseil de sécurité, il a dit qu'il y aura 5 enveloppes, et ça veut dire qu'il y a plan A, plan B, plan C, plan D, et c'est seulement Zaloujny qui connaît quel plan on va utiliser quel jour. Et ce sera une enveloppe qui sera ouverte en disant qu'est-ce qu'on fait. Merci, tous les fuites, ils ne servent à rien.